bienvenue à la première conférence d'économie de l'Université permanente sur le thème donc des crises économiques. Donc, vraiment merci d'être venu malgré tous ces changements de programme et de lieu. Et donc je remercie aussi toute l'équipe qui a organisé que cette conférence se fasse correctement et l'Université de Saint-Denis de nous recevoir aussi. Donc ce soir, nous allons aborder la question des crises dans la pensée économique. C'est ce qu'on a choisi de faire pour la première conférence. Et donc, en effet, depuis les années 80, il y a vraiment un paradoxe dans le champ de la science économique. D'un côté, nous avons des économistes qui sont soudés autour de la croyance dans le marché comme mode idéal de coordination entre les individus et pour organiser la vie économique, qui sont à l'heure actuelle plus que jamais dominants. Et d'un autre côté, nous avons une résurgence de multiples crises économiques depuis les années 80 qui ne sont pas expliquées et qui n'ont pas finalement de place dans la pensée économique dominante. Donc voilà le paradoxe. Aujourd'hui, la pensée économique orthodoxe devient de plus en plus sophistiquée, a fait des modèles mathématiques de plus en plus complexes, et en même temps, on attend toujours une théorie sur les crises aboutie qui ne vient pas. Donc face à ce constat, il y a deux mots qui nous sont venus à l'esprit, qui est d'abord une régression et ensuite un refoulement. Alors régression, pourquoi ? Parce que la problématique sur les crises, c'est quelque chose qui est plutôt vieux dans la pensée économique. Et les économistes classiques ont déjà parlé des crises beaucoup mieux qu'on le fait actuellement dans l'économie dominante. Et refoulement, pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment on n'aborde pas une pensée critique sur les crises à l'heure actuelle. En tout cas, c'est les crises expliquées dans le système capitaliste est complètement évincée. Donc, il nous incombe aujourd'hui de diffuser une analyse critique sur les crises, et c'est ce qu'on va faire dans ces conférences en économie. Et on va le faire tout de suite avec, ce soir, Frédéric Bocara, qui est docteur en économie, chercheur associé à l'Université Paris 13, également administrateur de l'INSEE, membre du Conseil économique, social et environnemental, également membre du collectif d'animation de la revue Économie et Politique et de la commission économique du Parti communiste français, et enfin membre du conseil d'administration des économistes atterrés. Et je lui laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup, Thalia. Donc d'abord, merci à tous d'être venus et merci de l'organisation de cette université permanente et populaire, ou populaire et permanente. Donc d'abord, quelques mots, parce que cette séance est la séance inaugurale d'un cycle de cours, entre guillemets, ou de formation, qui est un processus, on va dire, de partage pour donner envie, pour se saisir d'un certain nombre de développements, de la pensée, et pour un développement créatif, intellectuel et dans les luttes. C'est ce dont, je crois, c'est ce qu'on vise d'une certaine façon, avec à la fois l'apport de Marx qui n'est pas enfermé, qui est Marx qui est issu de toute... alors en économie, il se nourrit d'une masse d'auteurs. Je vais éviter de citer trop d'auteurs, mais j'en citerai quelques-uns que j'ai prévus. Peut-être qu'il m'en arrivera d'autres, vous excuserez la profusion de noms peut-être. Mais aussi tout l'effort théorique ultérieur, toute la création en économie qui est postérieure à Marx, ou pas seulement à Marx. Il y a beaucoup de chercheurs, dont les néoclassiques qui nient l'existence de la crise, mais dont on se nourrit quand même. Et d'une certaine façon, il y a cette nouvelle élaboration, cette avancée systémique avec Paul Bocara, et je m'appuie sur son avancée systémique qui est en lien avec la vie réelle, bien sûr, avec les expériences pratiques dans le PCF ou dans la vie, ce qu'on a pu observer depuis, et les débats fondamentaux dans le mouvement marxiste, ou en France, le débat politique, et notamment avec la revue Économie et Politique que tu as citée. J'en ai amené que quelques exemplaires. La prochaine séance à Fabien, on aura plus d'exemplaires que vous pourrez vous procurer. Bon, il y a beaucoup de notions nouvelles et inconnues, et d'une certaine façon, je vais en introduire quelques-unes, mais c'est plutôt pour donner envie. Alors, le cycle d'économie, c'est la crise. Aujourd'hui, c'est un peu de façon presque philosophique, en tout cas générale, la crise en économie. J'essaierai de ne pas entrer dans les mécanismes trop avant, parce que sinon on perd le fil.
hein, mais comme des notions à approfondir. Une ou deux fois, je présenterai quand même, il y aura un petit zoom, un ou deux zooms d'économie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'économie, vous m'excuserez, et pour ceux qui sont familiers, ça permettra de voir si on les voit de la même façon, d'une certaine façon. La prochaine fois, ce sera une séance animée par Constantin Lopez sur l'explication marxiste des crises, en fait, la théorie et l'explication marxiste des crises. On n'entrera plus dans les mécanismes fondamentaux. Ensuite, il y aura une séance sur les réponses capitalistes à la crise, puis une séance sur la finance et du krach de 29 à la crise des subprimes, la crise dans la zone euro, la révolution informationnelle et probablement les multinationales. Ensuite, à nouveau, la crise et la régulation dans l'histoire humaine, hein, en revenant aussi les systèmes non marchands. Enfin, les crises provoquent-elles des guerres? Et puis, la crise du capitalisme contemporain, même si je vais déjà, moi, conclure mon exposé là-dessus, bien évidemment. Il y a pas seulement des redites, mais des retours et des réapprofondissements. C'est comme ça, le processus d'appropriation. Alors, le plan suivi. 4 temps, avec un temps 0 qui est l'introduction. Donc, une introduction. Ensuite, j'illustre l'idée que tu as avancée, c'est-à-dire la crise, elle n'existe pas ou elle existe sans avoir une place vraiment économique chez les économistes dominants, avec un élément de régression. Deuxièmement, la majoration du rôle du marché et de la répartition et le refoulement du capital. Refoulement, c'est le capital, pas seulement la crise, à mon avis. Et avec quelques analyses hétérodoxes. Troisièmement, les analyses hétérodoxes plus approfondies et l'analyse marxiste. Et enfin, et maintenant, comme dirait le chanteur. Donc, mais je sais ce que je vais faire à peu près, je vais faire mon exposé maintenant, donc ça va, c'est pas comme dans la chanson. Donc, introduction. D'abord, le mot crise. Il faut bien voir que dans le mot crise, il y a deux aspects. Il y a un aspect moment et il y a un aspect processus. Il y a un aspect moment, c'est le choc, l'effondrement, la destruction immédiate, si on veut. Pardon. Et il y a un processus, c'est un processus de recherche dans la durée, de construction, éventuellement de construction régressive, Bolsonaro, ou de destruction proprement dite, de retour en arrière, et d'aller vers une issue. Hein, c'est vraiment une recherche d'issue. Donc, dans la crise, durant la crise, il y a une dimension de création sociale et d'action politique humaine. Je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, vous voyez, conception de la crise liée à l'activité humaine et d'une économie, dimension sociale de l'activité. Pas seulement science, mais dimension sociale de l'activité. Et d'ailleurs, le mot crise, son étymologie en grec, c'est jugement. Donc ça peut prendre du temps. Jugement. Ça renvoie fondamentalement, j'y reviendrai un petit peu, mais ça pourra être aussi un élément du débat, au couple liberté et déterminisme, ou liberté et nécessité. Deuxièmement, crise en économie, c'est à la fois dans la pensée économique, comment elle est traitée, comment elle existe ou pas, mais aussi dans la réalité économique qui est à définir, cette réalité. Alors, en économie, bien sûr, pour la pensée économique, la crise existe tout en n'existant pas dans l'économie dominante. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a un refoulement fondamental, d'autant plus aujourd'hui, avec la régression dont tu parles, et il y a une répression même par rapport aux pensées critiques dites hétérodoxes. Hein. Orthodoxes, c'est ceux qui dominent, mainstream, ils disent en anglais, et hétérodoxes, c'est différent. Donc c'est les hétéros qui sont minoritaires en économie. Donc notamment la pensée hétérodoxe marxiste, mais aussi les Keynes et les keynésiens et d'autres. Hein. Et il y a toute une recherche aujourd'hui dans la pensée hétérodoxe, et d'ailleurs, on est d'une certaine façon là-dessus avec les économistes atterrés dans le conseil d'administration. Mais tout ça est complexe parce que la mort saisit le vif, et donc on est aussi pénétré, on peut être dans ses racines, c'est important, mais pénétré peut-être de conservatisme et d'anciennes idées. Deuxièmement, donc j'ai dit, en économie, c'est la pensée, mais c'est aussi qu'est-ce que l'économie? Un mot, parce que c'est important en réalité de définir ce que c'est l'économie. D'ailleurs, je parle à partir d'une position que tu as brossée, qui est le lien au marxisme, bien sûr. Et un marxisme vivant, c'est-à-dire développé et ouvert et qui continue à créer, non pas figé.
la définition de l'économie, sa base, l'économie, c'est les rapports homme-nature. Mais c'est certains rapports organisés et structurés. Plus précisément, ces systèmes de transformation de la nature par les êtres humains pour leurs besoins vitaux. Système de transformation de la nature par les êtres humains pour leurs besoins vitaux. Ces besoins vitaux sont des besoins à la fois biologiques, mais historiques et sociaux. Ils évoluent et ils dépendent des sociétés, bien sûr. Et, bien sûr, si c'est la transformation de la nature pour des besoins humains, le travail est au cœur de cette transformation et les moyens de travail aussi. Il y a d'autres définitions de l'économie. On pourra y revenir, je veux pas, mais des définitions extrêmement critiquables ou dépendantes de la monnaie. C'est tout ce qui est monétaire, c'est ce qui est dans le PIB, ou bien c'est toute l'utilisation des moyens rares pour des fins déterminées. Avec ça, on est bien parti. Donc, je vous ai annoncé le plan. Première partie, la crise et les théories dominantes. Donc, d'abord, il y a eu un retour fort de cette idée de crise avec la crise de 2008-2009. Et précisément, ça illustre le couple moment-processus. Puisque nous avons la crise 2008-2009 qu'on appelle crise financière, puis tout le monde dit que c'est une crise, progressivement tout le monde. On est amené à constater que c'est une crise systémique, donc activité humaine, économique non enfermée sur elle-même, bien sûr, multiforme, qui dure, et on a tout un processus, et on a le sentiment qu'on n'est pas sorti, et on a du mal d'ailleurs à dire la crise actuelle, mais pas celle de 2008-2009, mais la crise actuelle. Et puis, il y a peut-être un prochain épisode de moment d'effondrement. Et sortir de la crise, c'est pas non seulement avoir une reprise de croissance faible après l'épisode d'effondrement, entre guillemets, de 2008-2009. Donc on voit bien les deux aspects. Mais le retour à l'idée de crise et au besoin de comprendre ce qui se passe dans la crise se fait dans un moment où il y a une régression de la pensée économique. Vraiment régression, c'est-à-dire je pense que la pluralité est une richesse. Vraiment, je le pense. Et je l'ai vécu dans ma vie politique, des gens qui étaient opposés à moi m'ont aidé à voir des choses que je ne voyais pas. Et à partir du moment où c'est de plus en plus monochrome, il y a une régression. Et il y a un caractère très monochrome de l'économie. On est dans l'université de Paris 8, ici, je le dis pour les internautes qui ne le savent pas forcément, qui est une université plus ouverte et plus critique, et précisément est dans une banlieue très ouvrière et d'histoire ouvrière. Mais les économistes critiques et marxistes dans l'université française se comptent sur les doigts de la main, et je pèse mes mots. Donc les marxistes. Et les critiques, il faut quelques mains, mais pas beaucoup plus. Donc il y a vraiment un problème de régression. Et dans les pays anglo-saxons, en réalité, ils sont, j'allais dire ils se cachent pas forcément, mais ils sont plutôt dans le département de sociologie ou de sciences politiques. Ce qui pose un problème, parce que l'économie, ça existe. Il y a la dimension nécessité et mécanisme réel. Donc, une régression de la pensée économique avec une méconnaissance du marxisme, voire une méconnaissance des véritables apports de Keynes lui-même, qu'on réduit au keynésianisme. Et la crise est réduite par les économistes dominants à un épisode extérieur qu'on appelle exogène, généré de l'extérieur. Je n'ai pas besoin d'écrire ce mot, exogène, opposé à endogène. D'accord ? Et il parle de crise exogène, de facteurs exogènes, extérieurs au système. Donc on expurge en fait, du coup, des mécanismes de détermination de la crise, des pouvoirs. En réalité, il y a une économie qui est naturelle et il y a des facteurs exogènes qui viennent impacter cette économie. C'est vraiment la très vieille idée antérieure aux économistes classiques ou des débuts des économistes classiques de l'économie des lois naturelles. Mais qui est déjà à l'époque à côté de l'économie sciences politiques. Adam Smith, que vous connaissez probablement de nom en tout cas, qui était un économiste classique du XVIIIe siècle, très important, anglais, enfin anglo-écossais, il insiste sur les lois naturelles, parce qu'en fait, c'est un peu comme Rousseau, il veut me dire c'est ça qu'il faut faire par rapport aux institutions existantes. Mais il insiste aussi sur l'économie, sciences politiques et sciences morales.
Hein, bon. Mais c'est vrai qu'il tord un peu le bâton du côté du naturel. Mais ça existe, la science politique et la science morale. D'autres critiques, comme Sismondi, voient déjà la dimension, qui est un économiste critique, voit la dimension de volonté, de liberté, de choix, éventuellement erronée dans l'économie. Et Marx va, d'une certaine façon, être le dernier des classiques et dépasser la vision économie naturelle, économie pure volonté, ou utopiste, disons, vers quelque chose d'une dialectique plus riche et plus complexe, de certains déterminismes, mais d'exercer sa liberté dans certains déterminismes pour dépasser le système dominant. Donc, au contraire, on a une régression avec l'économie naturelle et avec les mathématiques. L'économie, c'est comme la physique. Certains disent comme la biologie, mais en réalité, le paradigme, c'est la physique. Et ce qui ne marche pas, c'est comme les frottements en physique, il faut les éliminer. Et, deuxièmement, la crise réduit à une catastrophe, simplement, donc simplement au moment, y compris chez certains critiques, et je ne parle pas de textes politiques, mais la crise réduit à une catastrophe. Le capitalisme est une catastrophe. Bon. Ce qui, à la fois, accentue le fatalisme. Il n'y a pas de décision, d'autres décisions possibles. Et le côté moment. Alors qu'il y a aussi tout un processus de crise. Et donc, la volonté opposée au côté naturel. On est vraiment dans la régression très marxiste. Donc Marx est une sorte de dépassement de ça. Et j'avancerai aussi sur l'idée que, avec l'analyse de Paul Boccara, qui a pu bénéficier d'un siècle et demi d'histoire économique supplémentaire d'une certaine façon, et puis de travaux de dizaines de penseurs et d'un lien aux luttes, il s'agit aussi de dépasser Marx sur les crises, qui voyait à chaque fois, je simplifie, dans la grande crise, la dernière crise, et ça va être la révolution et tout va changer. Et il faut mais dépasser Marx à partir de lui-même en réalité. Donc, deuxième moment fondateur peut-être important dans la crise économique, parce que récemment c'est 2008-2009, mais profondément c'est le tournant de la fin des années 60-70, où on a parlé de crise du CME, capitalisme monopoliste d'État. Hein, CME, vous connaissez pour certains, CME, capitalisme monopoliste d'État. Dès décembre 68, avec les problèmes monétaires, qui se posaient autour du dollar, mais qui devient évidente à partir de la récession de 73-74. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on est en réalité, d'une certaine façon, depuis ce moment-là, dans une longue période de recherche de solutions et d'institutions qui essaient de répondre aux difficultés et qui n'y arrivent pas. Une des meilleures manifestations en est la persistance du chômage. En réalité, dès 68, le chômage augmente considérablement, même s'il nous apparaît très faible, il double, passe de 1 à 2%. Mais pour doubler, ça veut dire 2 fois plus de gens, etc. etc. Donc, alors, que fait la pensée dominante? Comme je l'ai dit, la crise, c'est un choc externe exogène. Alors, on a une première caricature, mais c'est important de le connaître, qui s'appelle, c'est un économiste anglais du 19e siècle, Jevons. William Stanley Jevons. Jevons, pour lui, alors là c'est la caricature, la crise, c'est les taches solaires. Et donc il a fait beaucoup de statistiques, c'est un ingénieur au départ, beaucoup de statistiques, pour montrer qu'en réalité, les crises et les fluctuations économiques sont dues aux taches solaires. Jevons, il faut savoir, ses travaux sortent en 1871-72, enfin ses bouquins de référence sur l'économie politique et sur la crise, c'est-à-dire 4 à 5 ans après le Capital de Marx et juste après la Commune de Paris. Et c'est un des 3 fondateurs de l'économie néoclassique, il y en a 2 autres, un Français, Walras, dont vous connaissez probablement le nom, mais qui a enseigné en Suisse, et un Autrichien, Menger. Et Jevons, d'ailleurs, quand il fonde l'économie néoclassique, puisqu'après Marx, qui est le dernier des classiques, il faut s'opposer. Donc les autres, on les a appelés néoclassiques, qui prétendent revenir aux classiques, mais en réalité s'opposent. En s'opposant à Marx, ils s'opposent dans Marx à l'apport des classiques comme Smith, Ricardo, notamment à la notion de création de richesse, que je dirai dans un mot tout à l'heure. Donc Jevons, c'est pas seulement moi qui lui fais un procès d'être marxiste. Regardez la citation. Nos classes ouvrières
c'est les siennes, bon, ça va encore, ont pris tellement de force d'organisation dans notre société qu'elles menacent notre richesse. Qui est le nôtre? Notre richesse. Et vous voyez bien, on est le capital et surtout la Commune de Paris. Force d'organisation. Il nous faut donc, on est dans de la science soi-disant, il nous faut donc développer une théorie où le travail n'est jamais la cause de la valeur. Bravo pour de la science. C'est au début du bouquin, c'est pas à la fin, bien sûr. Bon, alors, ceci dit, cette caricature, je vais être sympa, cette caricature sur les crises, c'est les taches solaires, qu'ils voient simplement d'un point de vue statistique, corrélation statistique, n'implique pas forcément causalité, mais elle pourrait se comprendre vu l'importance de l'agriculture. Sauf que pour lui, les taches solaires sont la cause principale de la crise. Et on pourrait très bien avoir une société qui encaisse les coûts, le choc de l'agriculture, et qui se prémunit puisque ça revient, avec des stocks, avec tout ce que vous voulez, etc. Donc, ça pose quand même un problème. Les néoclassiques contemporains, deuxièmement, fondamentalement, comment ils présentent les choses? La crise, c'est à cause d'une déstabilisation d'un écart du système par rapport aux lois naturelles. Par rapport au fonctionnement naturel de l'économie. Par exemple, on a ajouté des mauvaises institutions qui seraient extérieures à l'économie, les institutions. Les institutions, un salaire minimum. La crise, c'est le salaire minimum. L'indemnisation du chômage. La crise, c'est parce qu'on indemnise le chômage. Mais derrière cela, on dit il y a la nature. Et qu'est-ce que c'est la nature? C'est le marché. Et donc le marché est naturel. Il est présenté comme naturel. Et c'est très important, parce que c'est à la fois la question de récuser le marché comme naturel et de chercher à s'opposer au marché, voire en marxiste à le dépasser, ça rassemble les hétérodoxies, les recherches d'alternatives. Et en même temps, je pense qu'en rester au marché est une hétérodoxie insuffisante. Et il y a le refoulé du capital. Vous suivez? Ça va? Bon. Donc, le marché est présenté comme un mode de coordination des activités humaines vers lesquelles il faut tendre, c'est-à-dire la concurrence pure et parfaite, ou libre et non faussée. Dans les traités européens, c'est la concurrence libre et non faussée. Dans les manuels d'économie, c'est la concurrence pure et parfaite. CPP, on écrit tous, les étudiants d'économie, et les miens aussi, CPP. Parce qu'on m'a fait enseigner en plus l'économie néoclassiquement en fac. Alors que le marché, c'est plutôt des règles et une institution permettant un mode de régulation sociale des activités économiques. Ici, les technologies seraient en dehors de l'économie, externes à l'économie, pour les néoclassiques. Et c'est d'ailleurs un problème chez un certain nombre de penseurs critiques, où la technologie est extérieure à l'économie. Pas chez Marx ou pas dans le marxisme dont je me réclame et que j'essaye de développer et auquel j'essaie de contribuer. Vous voyez cette idée que c'est une idée à la fois très profonde théoriquement et très politique, si vous me permettez une digression politique, mais peut-être que ça vous fait quand même envie un peu les dimensions politiques des choses. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit il faut ici ou là un gouvernement de techniciens, ou bien il faut un homme politique fort au Brésil, mais avoir un gouvernement économique neutre de techniciens qui vont faire ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est des Chicago Boys, issus de monétaristes et d'un des courants néoclassiques. Vous voyez, donc, derrière les régimes autoritaires et libéraux, il y a l'économie, on ne peut rien y faire. Et donc, il faut tenir le peuple pour qu'il supporte les vraies lois naturelles. Donc, et d'ailleurs, on retrouve la motivation des hétérodoxes et des penseurs auxquels ça ne plaisait pas, cette idée, parce que, bien sûr, il y a des jugements, bien sûr, il y a des critères. C'est-à-dire, non, ça ne peut pas être comme ça. Donc, cherchons pourquoi c'est faux, cette affaire-là, et pourquoi ça peut être autrement. C'est-à-dire, on a le cœur et la raison, bien sûr, et le cœur va voir les problèmes, et la raison va essayer de voir comment les résoudre. Bien sûr, on ne va pas faire n'importe quoi, parce qu'on pense que c'est mieux de faire autrement. Donc, chez les néoclassiques et chez les économistes dominants, donc le marché est perturbé, et la crise va se résoudre d'elle-même. Ça va être le moment d'une purge, plus ou moins simple, plus ou moins rapide, et d'un retour à l'équilibre. Et d'ailleurs, chez les économistes néoclassiques, on survalorise la notion d'équilibre. Mais si vous me permettez cette remarque presque philosophique, l'équilibre parfait, c'est la mort.
tout est mouvement. Tout est mouvement. Et les philosophes, les présocratiques grecs l'ont montré. Enfin, c'est vraiment toujours ça. Tout est mouvement, contradiction. D'ailleurs, il y a toujours des naissances, des morts. D'une certaine façon, je vais vous dire un truc ras des pâquerettes économique, mais des fois on se dit, mais pourquoi il faudrait toujours plus de PIB? Bon, il y a beaucoup de critiques qu'on peut y faire, mais il y a souvent la population qui croit. Donc il y a quand même des enjeux. Ne serait-ce qu'à ça. Tout change. Cambia, todo cambia, dit la chanson magnifique que chante Mercedes Sosa. Change, tout change. Elle dit ça pour parler des réfugiés argentins et chiliens pendant la dictature qui sont partis de leur pays en disant mais tout a changé, sauf mon amour pour mon peuple, elle dit. Donc tout change. Et eux, c'est équilibre, équilibre, équilibre. Mais l'équilibre, c'est la mort. Donc il faut en réalité une économie qui est comme si je dessinais une statue, voyez, et puis on dit ta statue, elle ne bouge pas. Ah, ben, je vais mettre des roulettes, et ça va être la dynamique, elle va avancer. Mais ça n'a rien à voir, une statue sur roulette, avec la marche humaine, qui est faite de déséquilibres compensés. Et j'avance et je me nourris d'énergie. Et c'est ça la différence entre leur économie et l'économie qu'on cherche. Vous voyez cette idée? Alors, de temps en temps, sur la statue, ils vont mettre plein de petits détails que nous n'aura pas mis. Ils vont faire des sourcils parfaitement, des yeux... Ok, il y a un côté réaliste dans la photo du visage de la statue. Mais c'est sur roulette, merde. Et alors, on peut poursuivre, si vous voulez, la métaphore, parce que je vois qu'elle vous parle. Je vous la livre jusqu'au bout. Et on va faire donc une société où il n'y a pas d'atmosphère, mais la statue, elle vit. Et puis quand on met des vrais gens dedans, ils crèvent. Mais c'est parce qu'ils ont voulu faire tort à la science économique. Méchants chômeurs. Vous voyez, c'est ça. Donc, et c'est toute une science faite d'hypothèses qu'on plaque. Alors, mais donc derrière, cette histoire de discordance qui est déstabilisée par l'intervention publique renvoie en réalité chez eux à la question de l'offre et la demande au marché, comme j'ai dit. Et il faut absolument que vous connaissiez, il faut citer, la prétendue loi de Say, la loi des débouchés. C'est Jean-Baptiste Say, qui est un Français, alors qu'on pourrait croire avec son nom que c'est un diseur anglais. Jean-Baptiste Say. Moi, je dois monter le son? Ah, lui, d'accord, parce que je crois que je parle fort déjà. Le son, c'est pas pour les haut-parleurs, c'est pour l'enregistrement. Donc Jean-Baptiste Say, qui est un économiste français du XIXe siècle, on ne disait pas encore néoclassique, mais apologétique du système, et qui dit « L'offre trouve toujours sa propre demande. » L'offre trouve toujours sa propre demande. Ah, le mec est formidable. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir surproduction. Il ne peut pas. Pourquoi? Quand même, comprenons un tout petit peu son raisonnement, il faut quand même rentrer. L'offre, la production. L'offre, ça veut dire la production. Elle crée un revenu. D'accord. Donc, ce revenu, il permet d'acheter l'offre. Donc, l'offre crée une demande qui va être égale à l'offre. Mais il ne voit pas la présence de la monnaie, qui est fondamentale dans le capitalisme et dans l'économie marchande. C'est-à-dire qu'il y a une scission entre l'offre et la demande par la monnaie. D'accord? Je reçois un revenu, je ne suis pas obligé d'acheter avec mon revenu. Je peux garder, thésauriser. Je peux même faire des placements financiers. Et puis, donc, il y a la thésaurisation. Ou inversement, je ne suis pas obligé d'avoir vendu pour acheter. On peut avoir une demande parce qu'il y a du crédit. J'obtiens du crédit, je n'ai pas produit, on me donne un crédit et je vais acheter. Subprime. Ou plein d'autres choses. Donc, il y a des choses fondamentales que crée le capitalisme. Et qui permet, il y a une dimension de progrès humain là-dedans, que ne voit pas ce mec qui fait l'apologie du système, Jean-Baptiste Say. Cette création formidable, une société où on peut faire des avances avant d'avoir produit, et on va les récupérer sur la production. C'est ce que permet le crédit. Donc on sort du cadre étroit des disponibilités actuelles pour se projeter en avant, on va récupérer par la production, on va chercher à développer la réponse aux besoins. Je le dis de façon positive, parce que le capitalisme n'est pas qu'un mal. Il a apporté des grands progrès. Il dépasse le féodalisme, c'est un grand progrès par rapport au féodalisme. Comme le disait Marx, c'est comme soulignait Lénine, après la Révolution de 17, en disant, nous on doit dépasser, d'abord faire du capitalisme pour dépasser le féodalisme, il disait. Donc, il y a eu un grand apport. Et ce grand apport crée des nouvelles lois, des nouveaux types de fonctionnement qu'il faut comprendre.
On ne peut pas dire simplement que s'il y a de la monnaie, ça crée des frottements, mais on va faire comme si ça n'existe pas pour l'instant. Mais non, ça change fondamentalement les choses. Puisque d'ailleurs, ça a permis une croissance fondamentale, cette utilisation de la monnaie, et la monnaie qui vient au cœur de l'affaire, comme je vais le dire. Mais chez eux, on dit que la monnaie est un voile, est un simple voile. Hein, je ne sais pas si vous connaissez la formule. Et donc, ça renvoie, deuxième point, c'est ma deuxième partie, au capitalisme et à sa définition. Le capitalisme ne se définit pas seulement par le marché, mais par le capital. Bizarre, il y a le mot capital dans le capitalisme, donc ce n'est pas complètement un hasard de mon point de vue. Disons, le capitalisme, c'est un système dans lequel l'économie est caractérisée par le fait que s'impose une règle, une logique, celle du capital, et les activités sont gouvernées par la logique du capital. C'est quoi le capital ? C'est l'argent pour l'argent, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que tout est réduit à une somme de valeurs, A comme argent, dont on va chercher à faire plus de valeur. Donc A plus un supplément, A plus delta A. C'est ça le capital, et le fondement du capitalisme, c'est que cette règle-là s'impose sans cesse. Et c'est dans ce sens-là que le capital est un rapport social. C'est pas purement de la monnaie ou des machines, c'est une valeur qui cherche son plus. Valeur multipliante, dit Marx. C'est-à-dire, une machine, une maison, si ce n'est pas fait pour chercher à faire du profit avec, ça ne fonctionne pas comme du capital. Ça fonctionne pour produire, ça fonctionne pour habiter, ça fonctionne pour des usages. Mais le capital, il impose la valeur. Donc c'est la valeur elle-même qui domine au lieu que ce soit la valeur d'usage. Et donc delta A, c'est le profit, si vous voulez. Marx, il l'appelle P, moi je vais l'appeler pi, parce que je suis un peu dominé par les néoclassiques, si vous voulez. Si le pi ne vous gêne pas. Voilà. Et donc le rapport entre ça et l'argent qu'on a mis, c'est bien le taux de profit. Donc c'est une économie dominée par le taux de profit. J'y reviendrai un peu plus tard pour ne pas trop vous noyer dans l'affaire, mais c'est vraiment la définition du capital chez Marx. Et si on définit comme ça le capital d'ailleurs, là aussi on voit qu'on n'est pas dans une économie naturelle. C'est-à-dire qu'il est dépassable. C'est-à-dire qu'il faudra probablement toujours, ou encore pendant très longtemps, des moyens matériels de production, mais on ne va pas toujours les traiter comme du capital, c'est-à-dire comme une valeur qui cherche son plus en valeur. Ce n'est pas la même chose qu'une machine qui cherche une production nouvelle. Vous voyez ? Et c'est ça l'argent pour l'argent. C'est très profond. Et je pense qu'on ne finit pas de voir tout ce qu'on peut tirer de cette affaire-là. D'ailleurs, le capitalisme lui-même, il essaie de tirer le plus possible de cette affaire-là. Hein ? Donc, c'est vraiment un truc très important qui renvoie à la régulation du capitalisme par le taux de profit. Donc, je vous l'annonce, le capitalisme est une économie régulée par le taux de profit. Mais j'expliquerai un peu plus tard, tout à l'heure, ce que ça veut dire. Alors, moment économique nécessaire, me semble-t-il, c'est qu'il ne faut pas confondre le profit et toute la création de richesse. Donc, il faut bien comprendre ce qu'est la création de richesse et la valeur ajoutée, si vous me permettez. Et ça, la valeur ajoutée, donc on appellera souvent VA, valeur ajoutée, c'est une grande découverte de l'économie politique. De Adam Smith. Le mot d'ailleurs est de Adam Smith, en anglais il dit value added. Vous voyez ? C'est d'ailleurs une des rares fois où les mots en français et en anglais sont dans le même ordre, VA aussi. D'habitude, c'est toujours à l'inverse en anglais. Donc, qu'est-ce que c'est ? On peut prendre l'exemple du pain et du boulanger. Pour faire du pain, il faut quoi ? Il faut de l'eau, de la farine, du sel, de la levure, et puis un four. Le boulanger va pétrir ce pain, le faire cuire, et à la fin, il vendra des baguettes. Et la valeur des baguettes qu'il vend est supérieure à la valeur de la somme de la valeur de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, des intrants. Et puis, il y a un petit bout de son four qui va amortir et qui va entrer dans la valeur. Mais sur les 10 ans ou 20 ans où durera son four de boulanger, au total, il y aura une richesse créée. Les sorties, les outputs, ont une valeur supérieure aux inputs. Donc ça, c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par le travail et par la transformation de la matière. Vous voyez qu'on est à la fois dans une forme nouvelle, une valeur d'usage,
Parce que le pain, c'est pas du tout que si je te donne en vrac de la farine, de l'eau, etc. Tu ne peux pas le manger comme ça. Et dans une valeur réelle, économique, si vous voulez. Et il y a une transformation, et il y a une dépense de travail. Il y a un processus. Le travail ne préexistait pas. Il a fallu faire un effort, se fatiguer, dépenser quelque chose, et on a obtenu quelque chose de plus. Et cette richesse créée, la baguette, si vous voulez, elle va permettre, quand on l'a vendue, d'acheter les inputs, la farine, etc., ou de rembourser le prix des inputs, de la farine, etc., donc payer les intrants, mais aussi de payer le profit et le salaire. C'est-à-dire que la richesse créée, la valeur ajoutée, c'est bien égal à salaire plus profit. D'accord ? Alors que le capitalisme, lui, est centré sur le seul profit. C'est dans ce sens-là qu'il est biaisé. Alors c'est un biais qui a apporté d'énormes progrès de richesse, 19e siècle, 20e siècle, enfin il ne faut pas s'asseoir dessus quand même. On vit dessus, mais avec d'énormes contradictions, d'énormes difficultés, jusqu'à la gigantesque crise écologique qu'on a aujourd'hui. Hein ? Donc c'est un biais qui a un sens, mais voyons bien que c'est un biais. Le profit, c'est une petite part de la création de richesse. Si on fait simplement, les statisticiens dont je suis à l'INSEE, ils calculent la somme des richesses créées comme étant le PIB, produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est l'addition de toutes les valeurs ajoutées. Parce que justement, on ne va pas ajouter le pain plus la farine. On ajoute les valeurs ajoutées pour ne pas compter deux fois les choses. Ça fait le produit intérieur brut. Eh bien, le profit, c'est à peine 25 à 30% du produit intérieur brut. C'est un petit bout du truc. Vous voyez ? L'autre, c'est 70%, 80%, si on prend les services non marchands. Donc c'est énorme. Alors c'est à la fois la force de prendre un truc et de tirer dessus, le levier du profit, mais c'est qu'une partie, si tu ne t'intéresses pas à l'ensemble. Et d'ailleurs, donc, c'est pas vrai que le capitalisme, son but, c'est le PIB, et que nos sociétés, leur but, c'est le PIB. Leur but, les buts implicites de l'institution, c'est le taux de profit et le profit. Et on nous vend le PIB pour nous calmer. Et en plus, ça pose des problèmes. Donc, la dernière chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que pour les néoclassiques, en réalité, il n'y a pas cette création de richesse. Il y a un collage entre deux richesses préexistantes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Et il faut savoir que c'est ce qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs. Donc, dans la vie des entreprises et dans la vie sociale, hein, même si les ingénieurs, c'est plus le grand chef de l'usine comme c'était au XIXe siècle. Et donc, il y a toute une force intéressante, sociale, qui existe des choses et qui est dans le salariat et qu'on pourrait unifier avec tout le salariat et tous les exploités, bien sûr. On leur dit, on leur présente les choses comme ça. La richesse Y, le produit, si vous voulez, c'est égal à un petit bout R du capital plus un petit bout du travail. RK plus WL. K comme capital, L comme labor en anglais, qui veut dire travail. Labour. Hein, ça vient du français en fait. Labeur. D'accord ? W comme wage, R comme rate. Bon. C'est-à-dire que, mais regardez, on se dit, il y a tout. Non. Il y a une arnaque. Il y a une entourloupe. Pourquoi ? Parce que on nous fait croire que le travail préexiste. Parce qu'il dit, on va composer du travail et du capital. Mais alors, on colle un élément qui préexiste avec un élément qui existe et on fait du Lego quand on produit. Pas du tout. Le travail, il ne préexiste pas avant de produire. Il faut le dépenser. Vous m'emmenez moi dans un chantier. Donc, alors c'est le travailleur, c'est plus le travail. Alors, c'est pas la somme du travailleur. Vous m'emmenez moi dans un chantier avec une pelleteuse le matin. Vous revenez le soir. Au mieux, j'ai rien fait. Il n'y a pas eu de richesse créée. Au pire, j'ai essayé de conduire la pelleteuse et j'ai cassé des choses. J'imagine. Et donc, on a même cassé des choses et détruit de la richesse. Bon, à l'exceptionnel, j'ai travaillé et j'ai dépensé du travail. Ce n'est pas la même chose que le travailleur. Et c'est parce que j'ai dépensé du travail qu'il s'est passé. On ne voit pas le processus. En réalité, il y a un processus multiplicatif qui est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est le travail qui crée la richesse, et le capital, par sa puissance, va démultiplier. Les machines, plus exactement, vont démultiplier la puissance créatrice du travail. C'est sûr qu'avec des pelles, je creuse moins vite qu'avec une machine. Et l'entreprise va permettre d'organiser ça correctement. Ce n'est pas la même chose. Donc il y a plusieurs échelons. Mais pour les néoclassiques, c'est un collage.
Voilà. Donc, il y a deux coûts. Si on baisse un coût, ça va marcher. Et donc, le problème, c'est que simplement, les choses ne sont pas à leur juste coût. Donc, le marché ne va pas correctement pour qu'on produise correctement. C'est tout. D'ailleurs, c'est pour ça... Enfin bon. Et donc, par parenthèse, ça veut dire que le capitalisme, il a pour but les valeurs monétaires et pas les valeurs d'usage, comme on l'a dit. On y reviendra si vous voulez. Alors donc, mais pour les néoclassiques, le capital, en plus, n'existe que temporairement, parce qu'en réalité, à l'équilibre et grâce à la concurrence, le taux de profit est nul. Donc on ne comprend plus bien ce que vient faire l'affaire. Dans la concurrence pure et parfaite, le profit est nul. Le profit s'annule grâce à la concurrence. En fait, ils confondent profit et rente de monopole. Sauf si on a perturbé le marché. Donc alors, la crise financière de 2008-2009, elle est expliquée d'une certaine façon. Donc, ils expliquent et ils n'expliquent pas en même temps les crises. Jean Tirole, qui est un économiste français auquel ils ont donné le prix Nobel d'économie, qui n'est pas exactement un prix Nobel, mais peu importe, il explique la crise comme ça, en disant c'est parce qu'on a perturbé les mécanismes de marché. Je vais prendre quelque chose de plus intéressant qui est, et je vais en finir avec les néoclassiques, enfin finir sur le moment néoclassique là, de mon exposé, parce qu'on passe beaucoup de temps sur eux, il le faut, mais pas trop non plus, il en faut. Une école qui s'appelle les Real Business Cycle, c'est-à-dire le cycle des affaires réelles, avec deux économistes qui sont Kydland et Prescott. Mais peu importe, enfin, vous pouvez noter leur nom, ils ont le prix Nobel, ces deux garçons. Kydland et Prescott. L'un est des États-Unis et l'autre est norvégien. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui. On a des crises, mais elles sont nécessairement aléatoires. Ils proviennent de choix individuels d'individus qui maximisent leur utilité dans l'équilibre. Et essentiellement, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils font un système mathématique, comme tu l'as dit, dans lequel le cœur, c'est qu'ils introduisent une composante aléatoire, stochastique, ça fait plus classe que aléatoire, une composante aléatoire de choc sur la technologie. Et donc, s'il y a des chocs aléatoires sur la technologie, alors il y a des crises. C'est en 82, ils ont eu le prix Nobel en 2004. C'est là-dedans. Les étudiants d'économie, ils doivent bosser ça et apprendre ça, les pauvres. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dégoûtés de l'économie. Mais très bien, je veux dire, pour les dominants, c'est très bien de dégoûter les gens les plus critiques de l'économie. Tout ça fait système. Donc, derrière ça, il y a des hypothèses encore plus intéressantes. Parce que l'idée, c'est que, donc, il y a des chocs aléatoires sur la technologie. Les ménages, guillemets, offrent du travail et du capital à des firmes, lesquelles ont accès à une technologie. Enfin, je veux dire de l'argent, alors pas du capital, parce que s'ils offrent des machines, il y a déjà de la technologie. Bon, elles offrent. Et les ménages choisissent, c'est fondamental chez les néoclassiques, entre consommation, investissement et heures de travail. Ils choisissent de travailler ou pas pour maximiser leur utilité, connaissant leurs anticipations. Donc, ils choisissent de travailler ou pas. C'est un choix. C'est d'ailleurs derrière la théorie du chômage. Ils choisissent de travailler ou pas, et donc, s'ils sont au chômage, c'est le chômage volontaire. C'est qu'ils le veulent. Ça ne leur convient pas, ils veulent être au chômage. C'est la théorie du chômage volontaire, que Keynes pourtant avait récusé en disant non, le chômage est massivement involontaire. Ils voudraient même travailler, les gens, même à un CRBA, mais on ne leur propose pas un boulot. Or, il y a une dissymétrie fondamentale sur le choix de travailler ou pas. Le capitaliste, il a un capital, il a de l'argent. Comme dit Marx, c'est l'homme aux écus. Donc lui, il peut attendre et ne pas embaucher. Le travailleur, il ne peut pas attendre, il faut bien qu'il mange. Dans le cas classique du 19e siècle ou de pays sous-développés. Aujourd'hui, on a fait des institutions qui font que le travailleur, il a un petit pouvoir de négociation parce qu'il a quand même
une indemnisation, il y a des systèmes de protection sociale, une indemnisation du chômage, etc. Mais les autres veulent enlever ça. Donc, voilà, alors on peut après développer. Le cœur de l'affaire, c'est que, d'une part, on enlève la dissymétrie qui pourrait exister entre les travailleurs et les capitalistes. Ils sont simplement sur un marché des heures de travail où ils n'achètent pas comme ils veulent. J'offre mon travail ou pas. Je peux rester chez moi, j'arbitre entre travail et loisir. Et deux, de l'autre côté, c'est la technologie en soi qui fait des chocs. Il n'y a pas de capital. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de suraccumulation de capital. Hein? Donc le cycle va être le suivant. Il y a un moment où il y a une nouvelle technologie qui arrive de façon aléatoire. Alors, ça devient intéressant de travailler, tout le monde va travailler, il y a trop de travail, ça stimule l'investissement, il y a plus d'investissement, il y a plus d'investissement, puis progressivement la technologie s'épuise, on ne sait pas trop comment. Et alors elle revient sur sa tendance de long terme, et c'est moins intéressant de travailler, et on ne travaille pas. Vous voyez comment ils ont tourné autour de cette question de la suraccumulation, il y a plus d'investissement, puis on a travaillé, puis on revient. Suraccumulation étant excès de capital pour Marx, et qui est au cœur des crises. Alors, ceci dit, c'est critiqué même par des keynésiens. On peut trouver des Américains, Monkey ou Summers, qui critiquent très profondément et qui montrent même que, ou Solow, qui montrent même que ça n'explique absolument pas, même statistiquement, la crise de 1929-33 aux États-Unis. C'est quand même emmerdant. Bon. Alors, troisième point, la réalité des crises économiques et des fluctuations. En réalité, on constate qu'il y a des crises et elles s'imposent. Même Jevons, il a dû constater ces crises, même s'il ne les a pas expliquées. Et il y a deux types de fluctuations cycliques. Les fluctuations de moyen terme, décennales, et les fluctuations longues, de longue période, disons, de 40 à 60 ans. Alors, qu'est-ce que j'appelle cycle en économie? On pourrait y revenir dans le débat, mais c'est une fluctuation régulière qui revient de façon régulière avec des crises. D'accord? Fluctuation, c'est croissance, crise, c'est l'ensemble d'un cycle. Montée, sommet, décroissance, crise, et qui revient à intervalles réguliers. Mais ça ne veut pas dire que ça revient complètement pareil dans la vie sociale, ça peut revenir mais transformer. Et donc on a deux types de fluctuations économiques. Ça ne vous gêne pas si je passe? On y reviendra, mais il faut quand même les connaître. Et on peut les nommer suivant l'économiste autrichien Schumpeter qui les a nommés ainsi. Il y a les cycles Juglar, c'est le nom d'un économiste français, Clément Juglar, qui a sorti ses travaux en 1860, qui sont les cycles à peu près le cycle décennal de 7 à 12 ans. D'accord? Et puis, il y a les cycles longs de l'économiste russe puis soviétique Nicolas Kondratiev, qu'on trouve des fois avec un V, des fois avec deux F. Lui, c'est en 1925, avec des travaux statistiques très développés, et c'est des cycles de 40 à 60 ans. Proportionnellement, 4 ans d'écart rapporté à 7, c'est 50%. Là, 20 ans d'écart rapporté aux 40, c'est la même chose. Donc, proportionnellement, on a le même fourchette. Et donc, en réalité, on a une réalité polycyclique. Si vous voulez, il y a des cycles longs, comme ça, dans lesquels s'enroulent des cycles moyens. On peut partir ici, si vous voulez, on peut prendre 1945, c'est même 43 plus exactement, le creux du creux. Et on va avoir une remontée avec 1, 2, 3. Et là, le tournant, 1967, 73, si vous voulez. D'accord? Et des difficultés nouvelles. Et là, je reviendrai à la fin de mon exposé, on a une prolongation indéfinie du Kondratiev. Au moment où on les découvre, on est en train de les comprendre, ils ne sont plus valides d'une certaine façon parce qu'on a des transformations systémiques beaucoup trop profondes. Et c'est l'objet de la fin de mon exposé. Et auparavant, on va avoir la même chose, et les cycles moyens s'enroulent. Pardon, je n'ai pas forcément à le faire. Et donc là, le sommet, c'est 1914-1920. Cette guerre-là est une guerre de surchauffe économique, l'autre est une guerre de difficulté économique. Ici, là, c'est 1890-96, et toute la belle époque, c'est cette montée-là. Ici, le sommet, pardon, pas de 1900, c'est 1848-51. En France, on a toujours des transformations
Voilà. Pardon, j'ai oublié. Non. Ici, pardon, c'est 1870. Là, 1848, 51. Et encore avant, ça va être 1815. Non. Bon, peu importe. Vous voyez, c'est comme ça. Donc on a, et chaque fois, en France, il y a des phénomènes sociaux profonds. Pourquoi? Parce qu'il y a des transformations sociales et de la créativité pour sortir des crises. Ou bien, comment dire, un cri d'alerte, où les gens disent on n'en peut plus. Bon. Oui, c'est ça. Alors, elles ont de nature différente, vous voyez. Donc, on va avoir des crises qui se répètent en économie et qui sont un petit peu des crises de la conjoncture tous les 10 ans. Nous, on a eu la crise de 2008-2009. 10 ans avant, on avait en 2000 la crise de la nouvelle économie. Une dizaine d'années avant, en 93 pour la France ou en 91 pour les États-Unis, on avait une récession économique, aussi une crise. Vous voyez, cette alternance, on la connaît. Les contemporains, généralement, ils sont dans ces cycles de conjoncture. On peut avoir aussi des petits cycles de 3 ans à l'intérieur. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on serait, d'une certaine façon, et ça renvoie moment-processus, dans un long processus de recherche de sortie des difficultés qu'on explore. Et on n'est toujours pas sorti. Et c'est intéressant de voir comment on est sorti et qu'est-ce qui s'est passé là. Alors, on le verra tout à l'heure. D'abord, je vous dis 2-3 choses sur les hétérodoxes et leur explication de la crise. Premièrement, durant le XIXe siècle, comme j'ai dit, Marx, lui, il va majorer la crise à chaque fois comme étant la crise finale et qui va déboucher sur la révolution d'une certaine façon. Je caricature, mais pour me faire comprendre. Les classiques, comme Smith ou Ricardo, eux, vont plutôt parler d'une tendance vers un état stationnaire, c'est-à-dire on va trouver la solution, et puis après, le problème, tout sera sur zéro, on n'arrivera plus à croître. Bon, vers une ligne droite, quoi, si vous voulez. Toutefois, Marx insiste beaucoup sur une tension fondamentale qu'on va trouver. Il dit, il y a un moment où dans le développement de la société, les forces productives, le développement des forces productives sociales, vous connaissez probablement ça, s'oppose et n'entre plus dans le cadre des rapports sociaux étroits, des rapports sociaux de production. Et ça, c'est le moment d'une crise, et il faut changer le système. D'une certaine façon, c'est un peu ce qui se passe dans les moments de difficultés profondes, où on va chercher à dépasser le cadre étroit des rapports sociaux, et au moment des transformations, on arrive à transformer les rapports sociaux de production, consommation, de répartition. Voilà. Donc ça, c'est Marx. Mais les hétérodoxes, eux, les autres hétérodoxes, souvent, on peut les classer en 3 familles. Il y a d'abord 2 familles, c'est ceux qui vont privilégier le fait que dans la crise, c'est d'abord une surproduction, et donc on a un décalage entre l'offre et la demande. La surproduction est une manifestation de quelque chose, et une partie de ces économistes vont dire s'il y a une surproduction, c'est parce qu'il y a excès de consommation, et une autre partie vont dire si c'est parce qu'il y a surproduction, c'est parce qu'il y a insuffisance de consommation. Donc, surconsommation, sous-consommation. Je reprends la classification de Paul Boccara, et elle est solide, à mon avis. Et il y a un troisième ensemble d'économistes qui ont une solution un peu dualiste. Et finalement, Marx, avec sa dialectique qui dépasse un peu le dualisme, il se range aussi là-dedans. Donc, pour faire simple, et je ne développerai pas, parce que le plus important, à mon avis, c'est l'issue et les questions sur l'issue aujourd'hui, et on est en train de tangenter les 50 minutes, oui. C'est tout simplement, les uns vont dire il y a excès de consommation, donc les salaires sont trop élevés, il y a des profits insuffisants, c'est pour ça
qu'on a une surproduction. En réalité, on a les capitalistes qui ne sont pas contents et qui ne vont pas continuer à produire. C'est pour ça qu'on a une crise. Donc ça se manifeste comme une surproduction, ils ne vont plus produire. De l'autre côté, d'autres économistes disent on a une sous-consommation, c'est-à-dire une suffisance de la demande, insuffisance des salaires, il suffit d'augmenter les salaires et ça va marcher. Ouais, pour les internautes, c'est pas évident. On peut continuer. Moi, je vous vois plus bien et je sais pas si l'image est encore claire, mais la voix. Ouais, alors là. Ah. Bon. Donc, on a vu les hétérodoxes qui majorent la question de l'offre et la demande, et les uns vont dire il y a trop de salaire, les autres vont dire il n'y a pas assez de salaire, etc. Et donc, ils restent enfermés d'une certaine façon sur une ligne salaire-profit et sur le marché, alors qu'il y a une tectonique des plaques dessous qui est profonde, qui est la question du capital. Pour développer un tout petit peu, on voit bien, ceux qui vont dire qu'il n'y a pas assez de demande, qu'elle est insuffisante, ils vont dire qu'il faut stimuler la demande, d'accord ? Donc il faut augmenter les salaires contre les profits, d'accord ? Mais à ce moment-là, est-ce que ces salaires augmentés, d'une part, vont trouver les produits et l'offre suffisantes ? Pas forcément. Et deuxièmement, est-ce qu'il y aura eu les investissements nécessaires suffisants, parce que le profit vient financer l'investissement, pour que l'offre soit efficace et suffisamment moderne. Donc on ne peut pas traiter la demande sans traiter l'offre. C'est pourquoi, en réalité, beaucoup d'économistes cherchent à être dualistes et travaillent sur une hypothèse de les causes de la crise sont à la fois sur l'offre et la demande, il faut traiter les deux. Et au cœur de cette relation entre l'offre et la demande, il y a le taux de profit. Donc Keynes met en avant pour les crises ce qu'il appelle la baisse de l'efficacité marginale du capital. En réalité, la baisse, si vous voulez, de l'évolution du taux de profit. Certains économistes post-keynésiens mettent en avant la croissance financière aussi dans cette affaire-là. Et derrière, pour des marxistes comme moi ou d'autres, c'est le taux de profit, c'est-à-dire l'excès d'accumulation du capital pour un profit suffisant. Donc ça renvoie à des pouvoirs dissymétriques sur l'utilisation de l'argent. Puisque ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de demande ou qu'il n'y a pas d'offre. Ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment intéressant ou suffisamment rentable d'investir, de créer une offre nouvelle, on va recevoir un taux de profit insuffisant. Même si on va créer une production nouvelle. Même s'il y a une valeur ajoutée nouvelle, on va recevoir un taux de profit insuffisant. Et je crois que c'est important de comprendre ce qu'est la régulation. Et ce sera le dernier schéma. Économique. Vous voyez, on peut voir la production économique comme étant un peu le cœur de l'affaire, même si en économie, il y a production, circulation, consommation. La production, il y a des entrées avant la production, et il y a des sorties. D'accord ? Les entrées, c'est du capital et du travail, pour faire simple. D'accord ? On va produire et on va arriver à une valeur ajoutée. D'accord ? Mais le profit, on a dit, c'est le taux de profit qui va réguler l'ensemble. C'est-à-dire ceux qui décident, ils regardent le profit et le taux de profit. Donc ils regardent non pas la valeur ajoutée, mais le profit, qui est un petit bout de l'affaire. Et ils vont le comparer aux entrées, au capital. Peut-être qu'il vaudrait mieux mettre comme ça d'ailleurs. Travail ici et capital. Et ils vont regarder leur taux de profit. Et s'il est insuffisant, ils vont corriger. Et la régulation, c'est ce phénomène de rétroaction où on corrige. Mais on ne corrige pas en annulant. On ne corrige pas en diminuant le capital, sauf exception. Ils vont corriger parce que ça ne marche pas en disant alors on va investir encore plus et supprimer des postes de travail. Donc on remplace les hommes par des machines. Donc la régulation économique par le taux de profit, elle a des conséquences très profondes sur les décisions que prennent les patrons, les chefs d'entreprise. Et l'ensemble des institutions va venir appuyer cette régulation.
C'est ça qui est fondamental à comprendre pour la régulation économique. Donc la régulation, c'est cette rétroaction après la production, une rétroaction sur les inputs, qui annule parfois, mais qui souvent renforce le biais. On remplace les hommes par les machines. Si vous voulez, c'est comme le processus de marche. On va je trébuche dans l'escalier. Qu'est-ce que je fais? J'accélère pour ne pas tomber. Donc, il y a un problème, j'accélère et j'accumule encore plus de capital. Vous voyez, c'est un peu cette chose-là. Y compris de façon inflationniste. À certains moments, on faisait ça. Donc, la régulation, c'est un processus avec des règles, des réglages, et qui se cale sur un régulateur. Et donc, pour finir, dans les périodes de transformation après 1945, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui peut nous enseigner sur aujourd'hui? On a eu des transformations de structure. On voit qu'après 1945, on a une augmentation des dépenses publiques. Augmentation de dépenses sociales, retraite, sécurité sociale. Des transformations très profondes. Alors, certains vont dire, il y a une nouvelle demande, c'est ça qui a permis de repartir. D'accord? Nouvelles dépenses publiques, retraite, plus sécurité sociale. Donc ça crée de la demande. Mais aussi, il y a une nouvelle production. On fait des dépenses nouvelles pour les services publics, on a des nationalisations industrielles et des nationalisations bancaires. Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer? On a transformé le rôle du régulateur du taux de profit. Pour faire simple, on a fait deux choses après 1945. Une partie du capital a été nationalisée et donc ne va plus demander le même taux de profit qu'avant. Et d'autre part, une partie de l'excédent, le bénéfice, si vous voulez, ne fonctionne plus comme du profit, mais va être prélevé pour des cotisations sociales, pour des impôts. Donc une partie du bénéfice ne fonctionne plus comme du profit, mais sur une logique nouvelle. Donc d'une certaine façon, on va cantonner et limiter le taux de rentabilité, mais progressivement, il va reprendre de l'importance parce qu'on a laissé quand même fonctionner l'ensemble. Et on comprend mieux ce qui se passe après 1945 et ce qui se passe aujourd'hui, je crois. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça, on reverra les nationalisations, comment se fait la dévalorisation du capital. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est parce qu'on minore le jeu du taux de profit, en n'ayant pas besoin pour une part du capital, par exemple l'électricité par EDF, de prélever du profit pour un taux, en mettant des cotisations et des dépenses publiques, donc une partie des richesses peut être utilisée pour des dépenses nouvelles qui vont permettre une efficacité nouvelle. C'est ça la transformation nouvelle qu'on fait après 1945. Mais elle rentre dans des difficultés aujourd'hui, puisqu'on a à nouveau une crise très très profonde. Très profonde, et on est dans un processus de recherche et de tâtonnement. Et c'est là-dessus que je conclus. Donc on est sorti, pour résumer, on est sorti des difficultés précédentes par des nouvelles institutions, nationalisation, comité d'entreprise, sécurité sociale, tout un ensemble de nouvelles institutions, une créativité sociale, donc ce n'était pas déterminé, il a fallu trouver des choses, et là il y a des choses qui se ressemblent, mais d'un pays à l'autre on trouve des choses différentes. Par un accompagnement des transformations technologiques, parce qu'en réalité les technologies demandaient plus de formation, plus de dépenses d'éducation, y compris de la recherche publique et des choses comme ça qu'on a développées après 1945. Et en favorisant les transformations technologiques, donc on n'est pas dans l'histoire du mec avec ses transformations technologiques aléatoires. Et troisièmement, on a donné un sens nouveau avec une autre logique que la régulation par le taux de profit. C'est-à-dire soit on a fait reculer la régulation du taux de profit, en nationalisant, soit on a dit, il y a une autre logique que le taux de profit, vous allez être obligé de tenir compte des cotisations sociales dans votre production. Et donc, cette idée de ce mix un peu nouvelles institutions, autres règles et accompagnement et transformation technologique peut nous donner des idées pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, donc, on a cette crise profonde. L'état des lieux, on peut croire qu'il y a une remontée masse de profit, dividendes, etc. On se dit c'est remonté. Non, non. Le profit, ce n'est pas le taux. Si j'obtiens 1 milliard en ayant mis 100 milliards, ça ne fait pas la maille. Donc c'est le taux qui compte. L'homme aux écus qui a mis de l'argent, il dit, comme dirait l'anglais, « I want my money back ». Je veux que ça me revienne, donc je veux faire un taux de profit suffisant. Si j'ai mis 5 et je veux 1, ça fait 1% de profit. Je veux au moins du 10% ou du 15%. Donc, or, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'on a une augmentation des masses de profit, ça c'est sûr, mais au prix d'une masse de capital qu'on a dû investir, matériel, d'une masse de capital financier qui a enflé considérablement, et donc elle demande son taux de profit.
et donc qui tire en arrière et qui pèse sur le taux de profit, et en plus au prix d'une insuffisance de développement des capacités humaines qui rend moins efficace la production. Et donc c'est ça les phénomènes qui expliqueraient qu'on ait des difficultés sur le taux de profit. Alors que pourtant, on voit la masse de profit qui remonte. Mais en réalité, pour faire remonter le profit, j'ai dû investir, il y a une spéculation, j'ai dû attirer des capitaux pour financer mes chercheurs, donc le prix de mes actions et de mon capital, il est passé de 100 à 200, mais mes profits ne sont pas doublés. Et donc mon taux de profit, il a baissé. Vous voyez? Donc, que faire? Soutenir le taux de profit avec l'intervention publique, ça ne va pas parce qu'ils récupèrent les choses, comme on voit avec le CIE, ça ne marche pas. Pousser la demande, ça fait de la redistribution, et ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas la production suffisante, donc on pousse la demande, mais on fait des importations. Hein? On pousse la demande, mais il y a une efficacité productive insuffisante. Et d'une certaine façon, les échecs ce qu'on appelle les socialismes en Amérique latine, qui sont plutôt des expériences social-démocrates, renvoie à ça, un socialisme de la redistribution d'une rente pétrolière, en plus souvent au Brésil ou Venezuela. Hein? Mais on se concilie le patronat, et donc on a une insuffisance croissante, et des services publics qui sont insuffisants, et surtout on ne crée pas assez d'emplois, et le jour où la rente pétrolière se retourne, on n'y arrive plus. Donc il faut profondément une transformation des forces productives sociales. Répondre à la transformation des forces productives sociales. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et c'est ma conclusion véritable. Pourquoi, par hypothèse, pourquoi on ne serait plus dans le Kondratiev? Parce que les conditions très profondes de la production auraient changé, ou seraient en train de changer. On a des véritables révolutions des forces productives. Révolution, c'est-à-dire inversion de la logique. Révolution, c'est faire un tour. Révolution informationnelle, qu'on développera, mais dont on peut dire un mot. Dans la révolution industrielle, c'est la main de l'homme remplacée par des machines, la main de l'homme qui manie l'outil, remplacée par des machines-outils. Donc c'est les machines. Dans la révolution informationnelle, c'est des capacités informationnelles du cerveau humain qu'on remplace par des machines. Mais une information, ça se partage, c'est pas comme un objet. Première logique inverse. Deuxièmement, ça demande de développer prioritairement les capacités humaines, plutôt que les moyens matériels. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas matériel, mais la priorité s'inverse. On voit bien la priorité au capital. Donc il y a une inversion sous-jacente, et on ne répond pas à cette inversion par les rapports sociaux. Donc on a un défi considérable. Mais il y a aussi une révolution écologique, où l'activité humaine menace l'ensemble de la planète. Il y a une révolution démographique et parentale avec la maîtrise de la fécondité, la maîtrise du vieillissement, qui décuple les exigences de consommation non productives, si vous voulez, des gens qui ne travaillent pas. Donc qui demandent de répondre autrement, et qui décuple aussi les exigences culturelles pour ceux qui travaillent, qui veulent une autre relation au travail. Et puis on a une quatrième révolution au moins, qui est une révolution monétaire, où la monnaie devient quasiment totalement libérée de l'or. Pour le meilleur ou le pire. Il n'y a plus de limite. Alors, il n'y a plus de limite à la spéculation, ou bien la seule limite serait les exigences de développement humain. Donc voilà, on est dans le moment de recherche d'une régulation tout autre,